Ça va? Pour l'utiliser complètement. C'est le style, c'est le style. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là en grand nombre dans la bibliothèque d'études rousseauistes du musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. Nous sommes extrêmement heureux, honorés, enjoués de recevoir Michel Perrault, qui nous fait le plaisir de revenir à Montmorency, puisque Michel Perrault est une Montmorencéenne d'il y a quelques années. Et ici au musée Jean-Jacques Rousseau, qui est dédié à la mémoire de ce philosophe des Lumières, qui a vécu à Montmorency entre 1757 et 1762, tout près d'ici, au Mont-Louis, dans la petite maison dans laquelle il a écrit ses principaux ouvrages. Eh bien, le musée Jean-Jacques Rousseau a comme mission, comme volonté, de transmettre à la fois l'héritage de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi de faire vivre aujourd'hui la pensée, le débat, la philosophie et l'histoire, puisque c'est aussi un musée d'histoire locale. C'est à ce titre que Michel Perrault vient aujourd'hui, et pas seulement. Elle vient aussi à la veille de la Journée internationale des luttes et des droits des femmes. Nous sommes le 7 mars, demain c'est le 8, et elle va un peu nous en parler peut-être tout à l'heure. Et Michel Perrault va surtout nous parler de sa vie à Montmorency, entre 1938, je crois, et 1952. Et 39. Et voilà, donc on va faire une discussion, tous les deux, pendant une petite heure. Et puis après, vous aurez 30 minutes pour poser les questions que vous voudrez à Madame Perrault. Michel Perrault. Michel Perrault. Donc d'abord, permettez-moi de vous dire, Michel Perrault, à quel point je suis content de vous recevoir. C'est super agréable déjà de parler avec vous. Et puis c'est vraiment un moment très intéressant pour le musée, puisque c'est un musée qui conserve des objets, des textes, non seulement de Rousseau, mais de plusieurs personnages du XVIIIe siècle, et notamment d'une femme qui s'appelle Louise Dupin, et qui était l'arrière-grand-mère d'Aurore Dupin, George Sand, et qui était la patronne, en quelque sorte, de Jean-Jacques Rousseau au château de Chenonceau. Et lorsque Rousseau était son secrétaire, eh bien, il a recopié tout un texte qu'elle avait réfléchi, écrit, sur les droits des femmes, dans les années 1750. Donc c'est quand même assez beau que vous soyez ici, dans ces lieux, vous, historienne des femmes, notamment ouvrières. Vous avez écrit avec Georges Duby une histoire des femmes en Occident. Et vous allez un peu nous parler peut-être de tout ça. Mais avant tout, avant de commencer, j'aimerais simplement vous poser une première question. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Montmorency aujourd'hui? Un très grand plaisir, dont je vous remercie infiniment, et un grand étonnement. Alors évidemment, l'étonnement est en train de s'émousser maintenant. Mais comment aurais-je pu, évidemment, imaginer, quand j'étais là, dans les années, je vais vous raconter, 40, et à la suite, que je reviendrais un jour à Montmorency dans ces conditions. Le musée Jean-Jacques Rousseau n'existait pas. Absolument. Même si, oui, on savait que Jean-Jacques Rousseau était le principal personnage de Montmorency, mais sans plus, sans plus. Donc, plaisir, étonnement, et plaisir aussi de vous voir, vous qui êtes là, de répondre à vos questions. C'est ça surtout l'intérêt de cette séance. Ah oui, donc peut-être qu'on peut commencer par l'arrivée à Montmorency. Comment vous, votre famille, est arrivée ici en 1939? Nous habitions, alors ça veut dire que je vous parle un tout petit peu de moi, au fond, nous habitions le quartier des Halles. Mon père était marchand de cuir et il avait une boutique rue Saint-Denis. Et nous habitions tout près de la rue Saint-Denis, rue Greneta. C'était un quartier très dense, très populaire,
extrêmement vivant, dont je garde à jamais, désormais, le souvenir formidable. J'ai beaucoup aimé ce quartier. Je dois dire que quand je suis venu à Montmorency, je l'ai un peu regretté, parce que c'était vraiment extraordinaire. J'allais au cours Bossuet, ça s'appelait le cours Bossuet, c'était rue de Chabrol, et il fallait marcher quand même pas mal pour le regagner, mais le résultat, c'est que je connaissais évidemment très bien ce quartier. Mais mes parents, mon père notamment, avaient l'impression d'y étouffer. Je revois mon père devant la fenêtre de la rue Greneta disant « de l'air, de l'air !» De l'air, de l'air. Il voulait de l'air, mon père. Alors, le résultat, c'est que mes parents ont cherché à quitter Paris, tout en gardant évidemment leur magasin rue Saint-Denis, ce qui voudra dire des trajets évidemment, mais en cherchant autour de Paris. On a failli, d'ailleurs, c'est ma mère qui s'occupait de tout ça, c'était elle. Papa, il ne s'occupait pas trop de tout ça, mais maman visitait beaucoup et elle avait tout à fait le sens des lieux. Et ils ont visité différents lieux, bon, et puis finalement, Montmorency, la maison de Montmorency, dont on va parler, l'a séduite, et elle a dit, ben oui, voilà, ça c'est Montmorency, c'est bien, on pourrait aller là-bas. C'est ainsi que pour satisfaire les besoins d'air de mon père, nous avons déménagé, c'était c'était plutôt le printemps 39, c'était évidemment un moment mal choisi, mais comment savoir, hein, comment savoir. Et nous y sommes restés, alors moi personnellement, jusqu'à 51, bon, la grève par départ, etc. Mes parents jusqu'en 53, hein, date à laquelle ils sont venus s'installer rue Madame, où j'habite toujours. Voilà, donc vous voyez, c'est cette période de 39 à 51, les années 50, dont je vais vous parler, évidemment, période marquée par la guerre. Ça, on va évidemment en parler. Alors, la maison, elle n'existe plus, cette maison. Hein. Elle a été démolie dans les années, je ne sais plus, 60, quelque chose comme ça. Et cette maison appartenait... D'abord, nous étions... ce qu'on appelle maintenant l'avenue du Général de Gaulle, qui était la rue de Paris, dans ce temps-là. Nous étions au 40, c'est-à-dire au débouché, pratiquement, de la rue des Granges, qui longe Dino, enfin le château du parc de Dino. Voilà, on était là. Juste à côté de nous, il y avait la maison d'un monsieur suisse, que nous n'avons jamais vu d'ailleurs, qui s'appelait monsieur Pinchetler, je me souviens très bien de son nom, et on était tout près du parc Séchant aussi, hein. On faisait l'angle comme ça. Et cette maison, elle était très grande. Je vous montrerai une photo tout à l'heure de cette maison disparue. Elle était très très grande, avec un immense parc. Il y avait peut-être 7000 mètres carrés de parc, c'était un petit domaine finalement, enfin, si on peut dire, c'était absolument magnifique, un peu mélancolique, un peu rêveur, magnifique. Et cette propriété appartenait à un Iranien. Ça, c'est tout à fait curieux quand je reçois l'Iran aujourd'hui. Notre propriétaire était iranien. Il s'appelait Monsieur Moussaïev. Je me souviens très bien de ce nom, Monsieur Moussaïev. Et ce Monsieur Moussaïev iranien, nous ne l'avons jamais vu. Jamais. Parce que, je ne sais pas trop d'ailleurs quelle était la position de l'Iran pendant la guerre, etc. Mais les relations ont été interrompues et payer le loyer, mes parents évidemment payaient leur loyer, hein, mais c'était toute une histoire. Hein. Il fallait aller secrètement, pendant la guerre, à Paris, voir telle ou telle personne qui changeait toujours de lieu. On avait l'impression qu'il fallait absolument pas en parler,
que c'était comme si des histoires d'agents secrets. Alors c'était incroyable l'histoire de monsieur Moussaïev et de mes parents payant leur loyer secrètement à monsieur Moussaïev. Alors monsieur Moussaïev, on a été locataire, etc. Et puis, pour finir un petit peu avec lui, il a mis la maison en vente après la guerre. Et alors, il a demandé à mes parents s'ils voulaient l'acheter. Mes parents ont dit non. Non. Mon père reprenait quand même depuis la fin de la guerre des activités commerciales qui avaient été complètement interrompues pendant la guerre. Ça marchait assez bien. Il avait besoin d'argent. Donc c'était impossible d'acheter cette maison. Puis par ailleurs, il ne se voyait plus du tout rester dans la maison. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a quitté la maison. C'est comme ça. Mais cette histoire avec M. Moussaïev est assez curieuse aussi. Hein. Vous savez, j'ai souvent eu l'impression, évidemment c'est des impressions d'enfant, et tout ça est amplifié par la mémoire d'enfant, mais qu'à Montmorency, il y avait toutes sortes de choses mystérieuses. On voyait toujours des choses étranges, mystérieuses. Pour en citer une encore, il y avait, j'ai toujours entendu dire, il y avait beaucoup de musiciens. Hein, et avec ma mère, je ne sais pas du tout comment d'ailleurs, ma mère me dit, tu sais, on est invité à aller chez, j'ai oublié le nom, c'est un grand pianiste et il invite chez lui pour un récital. Et Madame Untel m'a dit qu'on venait. Alors, ravi, je m'en vais avec ma mère dans cette maison. C'était une maison de Montmorency avec aussi un grand parc. Et on pénètre dans cette maison et il y avait évidemment un magnifique piano. Et on a eu un récital, on était peut-être, je ne sais pas, une quinzaine de personnes, avec ce monsieur qui, effectivement, devait être un pianiste de renom, certainement. Mais il y avait plein d'histoires comme ça. C'était tout à fait un monde étrange. Oui, alors là, vous nous mettez vraiment dans l'ambiance du Montmorency de l'époque. C'était tout ça a lieu en 1939 ou c'était aussi pendant la guerre? C'était... Oh, je ne sais pas. Je pense que c'est un petit peu après la fin de la guerre, il me semble. Il me semble. À la fin de la guerre, moi j'étais en seconde, donc j'étais pas encore très vieille, et ça peut coïncider à peu près avec ça. Mais ça, je vous avoue que je ne sais plus. Alors, pour revenir encore à la maison, notre idée, c'était que nous allions aller habiter là, et que mon grand-père viendrait habiter avec nous. Donc c'est pour ça qu'il nous fallait une grande maison. Mon grand-père était ingénieur de la ville de Paris. C'est typique de la méritocratie républicaine. Hein, il venait d'un milieu modeste, mais alors l'école, l'instituteur qui pousse aux études, les concours, etc., etc. Et il avait fait les concours de la ville de ingénieur de la ville de Paris. Et il était devenu responsable des plantations dans la mairie du 13e. Hein. Par exemple, on parle beaucoup de la poterne des peupliers dans la mairie du 13e. C'est lui qui s'est occupé des peupliers de cette poterne, parce que mon grand-père était moitié tourangeau, moitié angevin, il aimait beaucoup les peupliers. Donc, dès qu'il avait eu une possibilité de faire planter des peupliers quelque part dans Paris, il y allait. Et alors, il avait fait toute sa carrière là, et puis il arrivait à l'âge de la retraite. Il habitait pratiquement place d'Italie, en haut de l'avenue des Gobelins. Hein, et quartier très, très pittoresque. Je me souviens, alors là, c'est des souvenirs de souvenirs, à côté de chez mon grand-père, là, tout à fait en haut de l'avenue des Gobelins, au 5e étage, on voisinait avec une certaine mademoiselle Mizoul, qui était une Auvergnate, toujours habillée de noir, et qui était très fière. Elle nous disait, vous savez, j'ai connu Lénine. Lénine prenait ses repas rue Marie-Rose, ce qui est vrai d'ailleurs. Et alors, elle était
tout ébloui d'avoir connu Lénine. Et c'est tout à fait intéressant quand même de penser qu'on a connu quelqu'un qui a connu Lénine. Ma mère me disait d'ailleurs, ma mère à moi, me disait, tu sais, ta grand-mère aimait beaucoup Louise Michel. Alors du coup, moi aussi. Voilà, alors mon grand-père, l'idée c'était qu'il y aurait un étage pour lui, et puis pour nous, bien sûr. Et le déménagement s'est fait comme ça, l'aménagement s'est fait comme ça. Et puis la guerre est arrivée, voilà. Et finalement, mon grand-père n'a habité dans cette maison que quelques semaines, et il est parti à Grenoble chez son fils, le frère de ma mère, et là, la guerre l'a pris là, et du coup, il n'a plus voulu revenir, donc, et il est mort en 1944. Donc, c'était un projet un petit peu familial qui s'est brisé, si l'on peut dire, sur la guerre elle-même. Hein, voilà. Et alors justement, en parlant de la guerre, qui est un moment de bascule, notamment pour la France et pour beaucoup de Français, et pour vous aussi, puisque j'ai cru comprendre que, avec Jean-Jacques Rousseau, vous partagez l'indignation face aux inégalités, et vous avez vécu l'inégalité pendant la guerre, et qu'il y avait quelque chose qui vous avait révolté. Oui, c'est pas, bien sûr, mais ça, on va reparler aussi de cela, des questions de l'inégalité. Mais la guerre, vous savez, avant tout ça, ça a été le choc, évidemment, de l'occupation. Hein. Et ça, c'est pour moi tellement important que, par ailleurs, vous savez, en faisant mon histoire, je parle, moi, hein, c'est aussi un petit peu l'histoire de cette période. Nous étions, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, disons, il ne faut pas exagérer, partis en exode. Et nous étions allés aussi loin que possible, parce que j'étais avec mon cousin, ma cousine, mon cousin pensait passer en Espagne, ce qu'il n'a pas fait, mais enfin bon. Alors il a fallu remonter hein, de cela. Ça s'est fait en septembre, et en septembre 40, bien entendu, septembre 40. Et nous, quand nous arrivons à Montmorency, la maison était occupée par les Allemands. Hein. Nous étions de mauvais Français, puisque nous étions partis. Donc, la maison était occupée par les Allemands. Ah, alors, que faire? Alors, mon père dit, oui, il faudrait peut-être faire des démarches pour récupérer la maison. Ma mère dit, oui, mais toi, tu n'y vas pas. Parce que tu vas te mettre en colère et ça va mal se terminer. Si bien que ma mère et moi escortant ma mère, nous sommes venus dans notre maison occupée. Et on a dit, voilà, c'est notre maison. Alors les Allemands, c'était l'époque où les Allemands étaient corrects, comme on disait. Hein. Oh madame, vous savez, moi je me revois avec maman, qui était une belle femme, une belle jeune femme, et je voyais, j'ai saisi ça, moi j'avais 12 ans à ce moment-là, j'ai saisi ce regard sur elle. Voilà, quelque chose m'a choqué à ce moment-là, tout à fait. Et ils nous ont dit, madame, il faut que vous alliez à la commandanture. Nous, on ne peut rien, on est là, mais voilà. Alors, nous avons fait les démarches qu'il fallait à la commandanture, et quelques mois après, nous avons en effet récupéré la maison. On s'est donc réinstallé dans notre maison. Ma mère, évidemment, voyait ses bibelots partis, ses meubles abîmés, etc. Mais enfin, c'était rien à partir, en comparaison du fait de pouvoir récupérer la maison. Ceci étant, on a toujours senti ce regard dans la maison. Voilà. Et on se demandait toujours si on ne nous observait pas, si il n'y avait pas quelque chose. Et il y a un incident, si on peut dire, qui nous a un peu confortés dans cette idée. Mais là, il faut passer par-dessus la guerre, dont je voudrais quand même vous parler un petit peu. Mais au moment en 1944, au moment alors là, on va vers la libération, il y a eu, comme vous le savez probablement mieux que moi, une bataille de Montmorency.
hein. Montmorency étant en hauteur, sur la colline, les Allemands s'y sont quelque temps, pas longtemps, accrochés en essayant de s'y maintenir. Si bien qu'on était dans la situation tout à fait étonnante, tout à fait paradoxale. À la radio, on entendait Paris libéré. On entendait De Gaulle, Paris libéré, etc. etc. On entendait même les coups de feu, parce qu'à ce moment-là, il y a eu, depuis l'hôtel de ville, des coups de feu pour essayer d'atteindre De Gaulle. Bon, heureusement, tout s'est bien passé. Et nous, on était toujours occupés. On était toujours occupés. Et je revois encore, dans les derniers jours de cette période, un Allemand qui arrive chez nous, hein, frappant à peine, très pressé, étale sur la table de la salle à manger ses cartes, parce qu'ils étaient en train de chercher un petit peu leur chemin pour s'en aller. Très bien, très bien. Ça dure dans mon esprit, comme ça, dans ma mémoire, quelques minutes, peut-être 5, 7 minutes, je ne sais plus, peut-être 10. Et j'étais à côté de mon père. Hein. Et les Allemands, donc, repartent. Et mon père parle à un officier, Wehrmacht, tout ça, en fer, tout ça. Et il lui dit, alors, Allemagne capote. J'étais à côté de mon père, dans une fierté intérieure, pas possible, il avait dit ça, et en même temps, très angoissé. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, c'est des choses en quelques secondes, comme ça. Et l'officier avait beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper de mon père, et il l'a regardé et lui a dit, non, monsieur, l'Allemagne ne peut pas perdre la guerre. Heil Hitler! Voilà. Alors, ce sont des souvenirs quand même. Oui. Ce sont des souvenirs. Voilà. Donc, là, je vous ai parlé un petit peu du début et de la fin de la guerre pour vous dire que la guerre a traversé la maison, vous voyez, hein, comme toutes les maisons, enfin, tout le monde, ça a été comme ça. Mais nous, du fait qu'elle avait été occupée, on avait toujours ce sentiment que, oui, on pouvait peut-être y revenir dans cette maison. Donc là, il y avait quand même un trouble qui était très, oui, très important, très grand. Hein. Oui. Oui, c'est impressionnant. Oui, c'est en effet, c'est vrai, c'est souvenir. Et vous avez parlé du début et de la fin de la guerre. Et pendant l'occupation, comment c'était la vie à Montmorency entre 40 et 44? La vie à Montmorency, c'était étonnant pendant la guerre. Hein, parce que quand on avait la chance, comme nous, d'avoir du terrain, comme on disait, hein, et bien qu'est-ce qu'on faisait? Des cultures. Hein. On a retourné une grande partie, on avait des grandes pelouses magnifiques, où le restait encore, elles étaient tellement grandes, pour planter des pommes de terre, des tomates, des haricots verts. Ça a été un véritable retour à la terre, absolument. Mon père, il y avait aussi un jardinier qui venait travailler avec mon père, et oui, il faisait de la culture, vraiment, c'était comme ça. Et puis alors, on avait même une chèvre, hein, parce que la maison était, encore une fois, très grande, il y avait même des communs, magnifiques d'ailleurs, dont on ne se servait pas, mais il y avait de quoi mettre une chèvre. Hein. Alors, ma mère a dit, si on avait une chèvre, on pourrait avoir du lait. Hein. Et puis on pourrait peut-être faire du fromage. Hein. C'est ce qui s'est passé. Hein. Mes parents ont acheté une chèvre, et ma mère, tous les matins, allait traire la chèvre. Et était devenue experte dans l'art des petits fromages de chèvre. Hein. À la fois les fromages un peu mous, comme ça, et puis ceux qu'on mettait sur des claies et qu'on faisait sécher. Hein. Mais alors, le problème de cette chèvre, c'est que pour qu'elle ait du lait, il fallait qu'elle soit enceinte. Hein. Donc, le bouc, oh là là,
Trouver le bouc. Trouver le bouc, c'était pas rien. Il y en avait quand même un, à Montmorency, qui était très demandé. Parce qu'il y avait d'autres gens qui faisaient comme nous. Il y avait une espèce de retour, comme ça, à la terre, à l'agriculture, qui était incroyable. Évidemment, dans cette ville, il y avait quand même, les terrains en général étaient grands, les jardins étaient grands. Alors donc, il y avait les histoires du bouc. Et puis, cette chèvre, elle accouchait de petits chevrons. Alors, l'accouchement d'une chèvre, c'est formidable. Mais ça, extraordinaire. Je me suis dit à l'époque, franchement, si c'est comme ça pour les femmes, c'est pas mal. C'était extraordinaire. On se réveillait le matin, enfin, quand elle arrivait à terme, et les petits chevrons étaient là, à côté d'elle, hein, la tétant, et c'était absolument sans problème. Mais alors, ces petits chevrons, comment faire avec eux, hein? Comment faire avec eux? Alors, mes parents voulaient surtout les donner. Hein. Ils auraient voulu que surtout ces petits chevrons soient préservés. Et ils les donnaient, ils les distribuaient autour d'eux, sans trop se soucier de ce qui se passait après. Et un jour, une des personnes auxquelles on les a donnés rencontre ma mère, enfin je ne sais plus très bien, et lui dit, oh, vous savez, c'était rudement bon. Ma mère était horrifiée. Et elle a dit à mon père, tu sais ce qui s'est passé avec les petits chevrons, ben, ils les ont mangés. Voilà. Si bien que, quand la guerre a été finie, on a arrêté les chèvres. On a arrêté la chèvre. Ça a été fini. Mais c'était quand même l'idée d'une espèce, enfin c'est une pratique plus que l'idée finalement, d'autarcie. Vous voyez, on va essayer de se suffire à soi-même, on va faire tout ce qu'on peut nous-mêmes, et en définitive, c'était quand même très utile. Parce que on a eu, en effet, on n'a pas manqué, on ne peut pas dire ça. Et comme par ailleurs, comme beaucoup de Français à l'époque, on avait de la famille à la campagne, hein, qui nous envoyait des choses qui arrivaient plus ou moins variées quelquefois. Mais enfin bon. Donc, on ne manquait pas. Et je dois dire même que mes parents, c'est ma mère qui s'occupait de tout ça, on redistribuait beaucoup autour de nous. Hein. Autrement dit, la faim, on n'a pas connu. Hein. Franchement, non. Nous, on n'a pas connu ça. Ce qu'on a connu, par contre, c'est le froid. Voilà. Alors ça, le froid, il m'arrive d'y penser en ayant encore froid. Parce que vous imaginez cette grande maison où il y avait 15 pièces, hein, sur 2 étages, comme ça, où il y avait un chauffage central qui avait été installé par les précédents propriétaires. Ce chauffage central a marché dans l'hiver 39-40, parce que là, on avait du charbon. Et après, plus jamais, parce qu'on ne trouvait plus de charbon, hein, et par conséquent, impossible de faire marcher le chauffage central. Et après la guerre, on s'y est pas remis du tout, mes parents ne s'y sont pas remis du tout, parce que par ailleurs, chauffer cette grande maison, c'était quand même pas rien. Alors, le résultat, c'est que on s'est chauffé avec des poêles à bois. Il y avait un poêle dans la cuisine, un poêle dans ce qu'on appelait le petit salon, une petite pièce là, qui était au rez-de-chaussée, avec un Mirus dans la petite pièce. Et puis, alors vous allez me dire, mais le bois, c'était les arbres du parc, on peut dire, qui étaient tombés avec le poids de la neige. Parce que ces hivers de guerre ont été particulièrement rigoureux. Il y a eu énormément de neige. Et il y a eu à plusieurs reprises des arbres qui sont tombés sous le poids de la neige. Je me souviens même qu'il y en avait un qui était tombé sur la terrasse et il a fallu refaire la balustrade parce qu'elle avait été endommagée. Alors, avec ces arbres tombés, avec toujours ce même monsieur là, le jardinier, j'ai oublié son nom, mais avec mon père, il sciait le bois. Hein. Encore un exemple d'autarcie. Il sciait le bois et
ce bois, on l'entassait dans les communs, on allait chercher les bûches, et puis on se chauffait comme ça. Autrement dit, vous savez, quand j'y repense à tout ça, c'est comme si on revenait au 19e siècle. Hein. C'était un retour en arrière, une espèce de retour à ce 19e siècle, presque le 18e siècle de Jean-Jacques Rousseau. Oui, parce que quand vous parlez de tout ça, ça fait penser un peu de ce que raconte Rousseau, quand lui-même s'organisait à peu près tout seul, presque en autarcie, Oui. là où il vivait. Oui. Du coup, pendant la guerre, votre famille n'a pas connu, ou presque pas, ni le rationnement, ni les restrictions. Non, comme je viens de vous le dire, non. On a été très privilégiés en raison de cette autarcie, de ces gens à la campagne. Bon, alors évidemment, comme tout le monde, on n'avait plus de café, on n'avait plus de chocolat. C'était secondaire, si vous voulez. C'était pas grave, ça. C'était pas grave. Mais on ne souffrait pas de... Nous, on n'a pas souffert de la faim. Autrement dit, vous avez évoqué tout à l'heure le sentiment de privilège. Hein. Je l'ai éprouvé très fortement. Ça, vous savez, c'était l'époque de l'adolescence, etc. On n'est jamais très très bien dans sa peau. Et j'avais le sentiment que c'est pas juste. Voilà. Hein. Bon, en effet, on ne souffrait pas de la faim. Tout le monde souffrait de la faim. Au cours Bossuet, le fameux cours, enfin fameux pour moi, le cours religieux où j'étais, on ne nous parlait que des prisonniers, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de prisonniers. Et alors, c'était l'obsession du cours, ça, il nous parlait des prisonniers. Il nous disait, mais vous mangez bien, mais vous peut-être, mais pensez aux prisonniers qui ne mangent pas. Hein. Est-ce que il fallait qu'on essaie d'apporter des choses pour faire des colis pour les prisonniers. On a passé beaucoup de temps à faire ça. Alors moi, je pouvais apporter des choses. Il y avait des choses périssables aussi. Alors ça, c'était quand même pas commode. Donc c'était pas non plus tellement simple de faire des colis pour les prisonniers. Mais j'éprouvais très fortement ce sentiment de privilège. Et j'en étais profondément révolté, profondément. Et au point que j'ai fait une espèce d'anorexie à ce moment-là. Évidemment, ridicule, tout ça est ridicule quand on regarde ça de loin, voilà. Mais c'était comme ça. Et je ne voulais pas manger à cause de ça. Le résultat, c'est que j'ai été malade. Voilà. J'ai été malade, je suis devenu un squelette, etc., etc. Ça a été un très mauvais moment de ma vie. Autrement dit, la guerre était affreuse, et affreuse à travers mon adolescence personnelle. Voilà. Ce qui veut dire que pendant toute la guerre, vous avez continué à aller au cours Bossuet. Oui. Donc tous les jours à Paris. Ah oui. Alors, pas tout, dans les 2 premières... Non, tout à fait au début de la guerre, à la fois pour des raisons de transport, et aussi de mon état de santé qui n'était pas bon, j'y allais 3 après-midi par semaine. Alors, c'était un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai continué à aller dans ce cours Bossuet tenu par des religieuses de l'ordre de la retraite d'Angers. Hein. Ma mère, qui avait été élève du lycée Fénelon, disait, oh bah, jusqu'à la première communion, d'accord, hein, mais après, non, au lycée. Mais étant donné les circonstances de la guerre, comme les religieuses étaient charmantes, évidemment, facilitaient beaucoup les choses, aidaient à faire les devoirs par correspondance, ben voilà, on a continué comme ça, et j'y suis resté jusqu'au bout, alors que là aussi, ce n'était pas du tout prévu. Alors, ensuite, à partir de, je sais pas, 43 à peu près, alors là, tous les jours, il fallait y aller. Alors, aller au cours Bossuet, c'était quand même pas rien, encore que j'en ai pas un mauvais souvenir du tout. Il fallait aller à la gare d'Enghien, hein, donc il fallait une vingtaine de minutes à pied pour descendre du 40, voilà. Après, les trains marchaient très bien, hein, sauf pendant les bombardements. Ça, je vais vous en dire un petit mot aussi. Là, c'était autre chose. Mais pendant
pas mal de temps, le train marche bien, on arrive gare du Nord, la rue de Chabrol était à 7 minutes peut-être de la gare du Nord, mais il fallait quand même du temps, il fallait quand même compter pas loin d'une heure pour être de chez moi au Cours-Bossuet. Alors ça, oui, en effet, mais vous savez, c'était devenu très... Non, franchement, c'était pas un problème. On incorporait ça dans les horaires. Il fallait se lever de bonne heure. Et puis voilà. On prend des habitudes très... On s'habitue à tout. Oui, absolument. Vous parliez à l'instant des bombardements. Oui. Donc c'est les bombardements en 1944. Oui. Alors que s'est-il passé à Montmorency à ce moment-là? Alors les bombardements, ça a été en effet 1944. Je revois encore mon professeur de seconde, j'étais en seconde à ce moment-là, qui, début juin, nous dit « Oh, vous savez, il va y avoir un débarquement. Ça va être formidable, il va y avoir un débarquement. » Et effectivement, le débarquement est arrivé, et à ce moment-là, le Cours-Bossuet nous a dit mesdemoiselles, vous restez chez vous, bien entendu. Hein. Il va se passer beaucoup de choses, vous restez chez vous. Donc, à ce moment-là, le cours s'est arrêté et on est resté à la maison. J'ai donc vécu le débarquement à Montmorency, hein, par la radio, écoutant la radio toute la journée pour savoir où ça en était, etc., etc. Et je me souviens, c'est un peu bizarre tout ça, qu'à l'époque, on étudiait la littérature du XVIIe. Hein, hélas, pas le XVIIIe, c'était le XVIIe. Et je déclamais Bossuet. Voilà. Je déclamais Bossuet au moment du débarquement, et je trouvais que ça avait de l'allure de déclamer Bossuet au moment du débarquement. Donc, le débarquement s'est fait. Et alors, c'est à ce moment-là, en effet, déjà un peu avant, déjà avant les bombardements alliés, c'était pas seulement en juin, c'était à partir du printemps. Et c'était des bombardements sur Saint-Denis. Ce n'était pas Montmorency qui était visé, c'était les usines de Saint-Denis. D'ailleurs, pendant toute la guerre, hein, il y a eu des bombardements alliés, bien entendu, sur les usines de Saint-Denis, qui étaient très importants. Et je peux vous dire que d'ici, de Montmorency, on voyait flamber les usines. C'était absolument incroyable. Montmorency, de ce point de vue-là, était un espèce de belvédère, j'allais dire, tragique et magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tragique parce que les événements le sont, mais la beauté d'un incendie, moi j'ai vécu ça comme quelque chose de visuellement magnifique. En me disant, mais c'est affreux de penser ça. C'est affreux. Et pendant toute la guerre, on voyait, alors de notre maison, qui était très très bien située, on montait au dernier étage et on voyait flamber les usines de Saint-Denis. C'était extrêmement spectaculaire. Et ça s'est évidemment redoublé au moment de ce qui a précédé le débarquement et le débarquement. Et là, je me souviens qu'on a souvent été à la cave. On avait une grande cave dans la maison parce que on ne savait pas trop si c'était... Ils allaient bien viser quand même. Hein, on ne savait pas trop ce qu'ils pouvaient... Donc, le sentiment d'être à la fois dans la guerre et spectateur aussi de la guerre. Hein, c'est ça. Hein. Il y avait les deux. On est dedans, mais en même temps, on est là, on regarde dehors. C'était évidemment quelque chose de très impressionnant. Très, très impressionnant. Oui, c'est... Et alors, oui, quand on a été libéré, juste, c'est un petit peu après, il y a eu les histoires des V2. Oui. Hein, C'était pas et loin. il y a un V2 qui est tombé à Deuil, hein, et pas sur nous, mais enfin on l'a entendu, c'était vraiment très proche, et les vitres du salon ont volé en éclats, tellement le bruit, le choc du V2 était violent. C'était très impressionnant aussi, ça. Oui,
Oui, il y a peu de temps une conférence, à Montmorency, je crois, sur le V2 qui était tombé à deuil. Eh bien, on est à la fin de la guerre, arrive la libération, et on est en 44, puis 45. Alors, comment vous avez vécu la libération avec votre famille à Montmorency? Et puis, vous pourrez nous parler peut-être de ce grand événement d'après-guerre qui a été le droit de vote des femmes, qui a été accordé à la sortie de la guerre, et que vous avez vécu ici à Montmorency avec votre maman. Alors la libération, c'est à la fois formidable. Je me souviens des GI arrivant justement par l'avenue, ce qui est maintenant l'avenue du Général de Gaulle, la rue de Paris à l'époque, arrivant là, et moi avec des petites copines du quartier, là, on allait les accueillir, et je me souviens quand même que j'ai éprouvé un sentiment de gratitude. D'abord, c'était des beaux garçons comme ça, là, et en même temps, d'humiliation, parce que ceux-là, je sais pas, nous jetaient du chocolat. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai... Un peu comme à des bêtes. Oui, ça m'a pas plu. Il y avait ce sentiment-là. Bon, alors, ce qui est tout à fait étrange, tout de même, dans cette période qui suit, c'est que il y a évidemment des règlements de compte. Et ça, je voudrais vous en dire un mot, parce que il se trouve qu'il y avait tout près de chez nous, dans le parc Séchant, une dame qui s'appelait Madame Van Etten, qui était professeure de gymnastique et de danse, que j'aimais beaucoup. C'était une femme formidable, excellent professeur, formidable. Elle avait une fille qui était une belle fille, magnifique, Colette, elle s'appelait Colette Van Etten, et on allait faire beaucoup de danse, de gymnastique chez elle, etc. Mais, ça, on ne s'en était pas rendu compte vraiment, elle était plutôt pour les Allemands. Elle était pour les Allemands. Et sa fille Colette était amoureuse, fiancée, elle l'a épousée d'ailleurs après, d'un Allemand, et officier allemand, et un jeune officier allemand. Ce jeune officier venait discrètement, on va dire, et jamais, dans mon souvenir, aucune propagande de leur part pour la collaboration. Ça, vraiment, je n'en ai aucun souvenir. Un mauvais souvenir quand même. Colette nous faisait faire des danses collectives, et nous produisions à Montmorency, sur la scène de je ne sais plus quel théâtre, je ne sais plus trop, j'ai oublié évidemment. Et dans un de ces spectacles, au moment où j'étais maigre comme un clou, moche comme tout, enfin bon, elle m'avait fait incarner la peur, revêtue d'une robe verte. J'incarnais la peur, je devais faire des gestes comme ça, voilà. Et au premier rang, je vois l'officier allemand de Colette. Et j'ai éprouvé un sentiment d'humiliation, de incarner la peur devant cet officier allemand. Vous savez, c'est des sentiments qu'on ressent comme ça très vivement, mais dont on se souvient toujours. Voilà. Et ça, j'en ai voulu à Colette de ça. Je me suis dit, elle n'aurait jamais dû me demander une chose pareille. Bon, ceci étant, c'était oublié, parce que Colette était une fille formidable. Mais à la Libération, il s'est avéré que les Van Etten faisaient partie d'une petite société de collaboration, pour la collaboration, et ils ont d'ailleurs été traduits devant les tribunaux. Et un de mes amis a fait d'ailleurs des recherches, c'est Grégoire Kaufmann qui est bien connu, qui a des recherches dans les archives départementales. Je n'ai pas apporté ça, mais j'aurais pu vous l'apporter. Il m'a retrouvé incroyable, tous les procès-verbaux concernant les Van Etten, Madame Van Etten, Colette Van Etten, et une autre jeune femme danseuse aussi,
qui étaient accusés de collaboration. Et alors ils ont été traduits devant un petit tribunal. On a demandé à des gens de venir témoigner, on nous a rien demandé, et tous les gens ont dit « Oh non, les Van Etten n'ont jamais fait de propagande ». Et il y a l'interrogatoire de Madame Van Etten qui dit « Oui, j'avais adhéré au groupe collaboration, mais je n'ai jamais fait aucune propagande. Simplement, j'ai adhéré, voilà. » Et ces gens, les Van Etten, étaient Quakers, par ailleurs. Hein. Et M. Van Etten avait le physique du Quaker, alors là, c'était extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y avait probablement une sympathie de leur part pour les Allemands. Alors, le résultat, c'est que ils ont été traduits devant ce petit tribunal là, puis ça a été aucune culpabilité, non, enfin, le procès verbal dit non, pas de culpabilité, mais ils sont partis. Ils sont partis parce que ça allait devenir impossible pour eux de rester. Hein. Voilà, ils sont partis, et je me souviens de mon trouble et de ma mélancolie quand j'ai vu que leur maison était fermée et qu'on m'a dit « Ah ben vous savez, les Van Etten, ils sont partis, et puis c'est bien qu'ils soient partis, hein, et ils ne reviendront pas. » Et moi qui avais gardé un souvenir affectueux de ces gens, bah, j'étais très désarçonné. Et à travers ce trouble, plus tard, j'ai compris que les choses pouvaient être parfois ambiguës. Bien sûr. C'est passionnant de vous entendre parler de cette période de guerre, parce que en nous mettant dans votre peau, un peu avec votre regard de jeune fille à cette époque-là, on s'imagine qu'est-ce que nous, on aurait pu voir aussi, qu'est-ce qu'on aurait senti, qu'est-ce qu'on aurait vécu dans un temps de guerre, comme ça. Et effectivement, un temps de guerre, c'est un temps ambigu. Et du coup, à la Libération, donc il y a les règlements de compte, puis il y a les côtés plus joyeux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retourner complètement à l'école. Vous avez dit que vous étiez en seconde à la fin de la guerre, mais vous étiez encore au cours Bossuet en 1944 ? Oui. Vous avez fait votre lycée aussi à Bossuet ? Je suis resté au cours Bossuet jusqu'au bout. J'ai passé le bac, la première partie en 1945. Hein. La seconde, il y avait deux parties dans ce temps-là. La seconde en 1946. Et à l'automne 1946, alors je deviens étudiante. Voilà. D'accord. Et racontez-nous un peu comment ça s'est passé avec votre maman lorsqu'elle a été votée pour la première fois. Ah bah, ma mère était extrêmement contente. Ça, je dois dire, elle disait, oh bah, les femmes ont demandé ça, et ça y est, et on vote, etc. Et je l'ai accompagnée, évidemment. Moi, je ne votais pas à l'époque, et je me souviens que ça se passait à la mairie de Montmorency. Et bon, là, j'ai fait la connaissance du premier vote avec les petits rideaux, avec le rituel, quoi, le bulletin dans l'urne, à voter, etc. C'était un véritable baptême, hein. C'était un baptême civique, et je me souviens vraiment de ma mère, du plaisir, et je me souviens qu'elle s'était... Ma mère était élégante, enfin elle aimait bien être bien habillée, et elle s'était fait belle. Elle s'était fait belle pour aller voter, c'était formidable. Est-ce que elle, vous, ou votre papa aussi, avez la conscience du moment historique que vous viviez à ce moment-là ? Oui, je dirais ma mère plus que mon père. Mon père, c'est différent, parce que mon père, il avait fait la guerre 14-18, 4 ans dans les tranchées. Il en était rentré antimilitariste, hein, assez mélancolique. C'est quelqu'un qui a toujours été un petit peu comme ça, mélancolique, et en même temps très critique vis-à-vis de tout. Comme il me disait toujours, il m'a répété ça souvent, le pouvoir pourri et le pouvoir absolu pourrit absolument. Donc, voilà, gardez des souvenirs de ça. C'était un homme très intelligent, très remarquable, très ouvert, très féministe, sans la théorie bien entendu, mais enfin me poussant toujours
faire des études, aller le plus loin possible. Son modèle pour moi, c'était une certaine Anne Vickers, du nom d'un roman de Sinclair Lewis, que j'ai conservé dans ma bibliothèque d'ailleurs, et qui présente une femme américaine des années 20-30, qui s'émancipe, qui est médecin, qui rencontre un médecin, amour réciproque, mais le monsieur lui dit « on va se marier et vous abandonnez votre métier ». Et l'héroïne, Anne Vickers, refuse. Et refuse le mariage pour continuer. Et mon père me disait « voilà comment il faut que tu sois ». Voilà comment il faut que tu sois. Et comme il me disait, ne te mets surtout pas trop tôt un homme sur le dos. Autrement dit, c'était un homme, oui, c'était un homme formidable. Et il lisait beaucoup, mon père, beaucoup, beaucoup. Et à cette époque-là, on n'achetait pas tellement de livres. On les empruntait, on en parlait tout à l'heure. On empruntait dans les cabinets de lecture, voilà. Et ma mère avait un cabinet de lecture à Enghien plutôt. Et elle allait ravitailler mon père. C'était lui qui lisait beaucoup. Littérature russe, littérature américaine, c'était les grands... alors, moi, j'en profitais, évidemment, beaucoup. Et donc, c'était de ce point de vue-là un homme formidable. Mais, sur le plan politique, il n'était pas du tout engagé. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Il ne vote... Bon, ma mère allait voter, mon père ne votait pas. Mon père ne votait pas. Si bien que j'avais ce spectacle quand même du couple de mes parents. Mes parents s'entendaient bien, et comme dans tous les ménages, il y a des problèmes. Enfin, c'était un couple d'amoureux. Et c'était très plaisant d'ailleurs pour un enfant d'avoir des parents amoureux. Mais sur ce plan-là, ils divergeaient absolument. Ma mère n'a jamais manqué de voter. Elle était absolument convaincue qu'il faut voter. Elle poussait mon père à aller voter. Il a dû aller voter une fois ou l'autre parce qu'elle lui a dit, écoute, quand même, voilà. Mais lui, tout ça, c'était le pouvoir, et puis ça sert à rien, et puis voilà. Il était un peu anard, mon père. Peut-être pas très anard. Anard de gauche, je ne sais pas si on peut dire. Il était... Enfin, c'était pas un homme de droite du tout. Et avec des idées évidemment très très ouvertes. Sans engagement, voilà, sans engagement. Je dois vous dire que, adolescente, j'avais toujours regretté, par exemple, que mes parents ne se soient pas engagés dans la résistance. J'ai toujours dit, mais ça aurait été bien. Pourquoi ils n'ont pas fait ça, je pense qu'ils n'ont pas fait ça par conviction, je ne crois pas. Je crois qu'ils étaient au fond assez isolés, c'était des gens assez isolés. Et de ce point de vue-là, la maison de Montmorency a pu contribuer à cet isolement. Parce que, une fois qu'on était dans cette grande maison, avec ce parc, avec tout ce qu'il y avait à faire dans la maison, on n'en sortait plus beaucoup. Et moi, ça m'est arrivé, ça, d'avoir le sentiment d'être inclus, exclu, vous voyez, d'être dedans, dehors, d'être dans ma maison, et puis, au fond... alors, heureusement, il y avait, pour moi, il y avait quand même des activités qui me sortaient un petit peu de ma maison. D'abord, j'étais pieuse à l'époque, donc j'allais à la collégiale, et je faisais partie de la chorale. Donc là, il y avait des choses intéressantes. Il y avait un groupe de jeunes filles, assez liées d'ailleurs à cette chorale, qui se réunissaient dans la bibliothèque, assez proche de la collégiale d'ailleurs, et ces filles m'éblouissaient parce qu'elles avaient 6-7 ans de plus que 5-6 ans de plus que moi, mais elles étaient déjà étudiantes, et elles étaient passionnées par Pascal. Voilà. Pascal, le jansénisme. Alors, elles organisaient des petits groupes d'études, et moi, je me faufilais là pour écouter ça.
C'est dommage qu'elle n'ait pas parlé de Jean-Jacques Rousseau. Ce qui est amusant, c'est que nous sommes ici dans la Maison des Commères, et la supposition, je rappelle, la Maison des Commères, c'est comme ça que Thérèse, la compagne de Rousseau, appelait les voisins du couple, et on soupçonnait le couple d'être janséniste dans cette maison ici. Ah oui? Oui, donc c'est assez amusant. Justement, à ce propos, vous êtes en seconde à la fin de la guerre, vous commencez l'université quelques temps après, donc c'est aussi vos années à Montmorency de formation intellectuelle, d'études. Quelles ont été vos influences principales à ce moment-là? Qu'est-ce que vous lisiez plus? Et quand vous entrez à l'université, est-ce que vous entrez à la Sorbonne, du coup? Vous entrez à la Sorbonne, et je voulais savoir quelles ont été les rencontres un peu décisives, rencontres avec des livres, mais rencontres aussi avec des personnes à cette époque-là, dans votre formation, et ce qui vous a amené à travailler sur la condition ouvrière, notamment la condition ouvrière des femmes. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai eu le profond sentiment, en terminant ma scolarité, passant le bachot, que j'étais nul. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. J'avais le sentiment que l'instruction, la formation que j'avais eue m'avait vraiment exclu de toutes sortes de choses que je ne connaissais rien, véritablement. Et je suis donc entré. Mais alors, ce qui était formidable dans ce temps-là, c'est que entrer à la Sorbonne ne posait aucun problème, aucun. Il suffisait de s'y inscrire. Hein, il fallait avoir le bac, évidemment, mais s'y inscrire. Donc, j'aurais peut-être pu faire des classes préparatoires, mais je me suis dit, si je fais, mes parents me disaient, tu devrais peut-être faire une prépa. Je me suis dit, mais je vais être tellement nulle que je vais être malheureuse. Là, j'ai eu peur. Donc, je suis allée directement à la Sorbonne en me disant qu'à la Sorbonne, je me débrouillerais, etc. En gros, c'est ce qui s'est passé. J'ai pu faire... à ce moment-là, je travaillais beaucoup. Hein. J'allais en bibliothèque, je lisais. J'avais le sentiment qu'il fallait que je comble mes nullités. Vous savez, j'ai jamais perdu cette idée-là. Hein. Je pense que fondamentalement, il y a quelque chose qui a été raté, que j'ai jamais récupéré. Hein. Quand j'ai rencontré mon mari plus tard, je trouvais qu'il était tellement plus cultivé que moi, hein. Lui qui avait fait une prépa, etc. Alors, donc, j'avais ce sentiment de nullité et aussi de nécessité de travailler. Voilà. Il fallait que je comble les vides, voilà, tout ça, il fallait le rattraper. Heureusement, il y avait beaucoup de possibilités de le faire. La Sorbonne, moi j'ai beaucoup aimé. Il y avait des cours barbants, mais on n'était pas obligé d'y aller. C'était la liberté totale. Hein. Il suffisait qu'on passe les examens en fin d'année, point final. On faisait ce qu'on voulait. Moi, ça m'a convenu, mais admirablement. Et naturellement, il y a des cours qui m'ont absolument fasciné. Alors, il y avait deux professeurs qui étaient remarquables. Il y avait Pierre Renouvin, qui était d'ailleurs, qui avait fait la guerre 14-18, qui avait perdu un bras. Il avait, je ne sais plus si c'est gauche ou droit, je ne me souviens plus. Enfin, c'était impressionnant. Et pour nous, c'était encore la figure de la guerre 14-18, là, hein, devant nous, comme mon père aussi avait fait la guerre 14-18. C'est vous dire que la Première Guerre mondiale est encore très présente, hein, vraiment très présente. Et c'était Pierre Renouvin. Alors Pierre Renouvin était spécialiste des relations internationales, c'était tout à fait passionnant. Et là, alors notamment, il y avait un cours sur le mouvement des nationalités en Europe, où j'ai appris, alors là, des choses ad vitam aeternam, sur la formation du sentiment tchèque, la Pologne, enfin, c'était très bien. Et l'autre grand professeur, les autres étaient très bien aussi, mais je ne peux pas parler de tout le monde, c'était Ernest Labrousse. Alors Ernest Labrousse était original, parce qu'il venait du droit, il était agrégé il avait fait l'agrégation de droit, supérieur, tout ça, et il introduisait à la Sorbonne, c'est lui qui a introduit à la Sorbonne l'histoire économique et sociale. Voilà.
qui n'existait pas. Hein. On n'enseignait pas ça. Ça n'existait pas. Et Labrousse a été le premier. Alors après, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait la même chose. Et il apparaissait à la Sorbonne comme le moderne. Vous voyez, hein, l'homme moderne, l'homme qui introduit non seulement à l'histoire, mais au contemporain. Hein. La période dont nous parlons, qui est la période juste d'après-guerre, est dominée par ces questions-là, économiques et sociales. C'est ça qui est important. Il faut que la France se développe, il faut reconstruire la France, il faut qu'il y ait la croissance, il faut l'industrialisation. C'est toutes ces choses-là qui marquent l'époque. Par conséquent, quelqu'un qui vous parle d'économie et de social, de justice sociale aussi, hein, ça correspond à l'ère du temps. Labrousse était un homme engagé, il était socialiste, il était au Parti socialiste de l'époque, il ne faisait aucune propagande pour ça d'ailleurs, mais nous le savions. Hein, nous le savions. Et il développait les recherches sur tout ça. Hein. C'est-à-dire que quand on voulait travailler sur le mouvement ouvrier ou bien sur le développement de tel secteur économique, on allait trouver Labrousse. Et dans ma génération, qui est celle des grands comme Emmanuel Leroy-Ladurie, par exemple, je pourrais en citer beaucoup, François Furet, Annie Kriegel, Jacques Ozouf, etc. On était tous des élèves de Labrousse. Si bien que quand il s'agissait d'avoir un sujet de recherche, on faisait la queue dans les couloirs de la Sorbonne pour aller voir Labrousse. Alors c'est comme ça que j'ai été trouvé. Il m'a demandé, forcément le sujet de recherche c'est après la licence, c'est en 4e année, il me dit très gentiment, alors mademoiselle, sur quoi voulez-vous travailler? Je lui dis, monsieur, je travaillerais bien sur le féminisme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est en 49 et Simone de Beauvoir vient de publier Le deuxième sexe. Et ça m'avait beaucoup frappé. Alors, je me disais, il y a peut-être quelque chose à faire. Oh, il me regarde très gentiment. Oh, il me dit, mademoiselle, vous ne ferez pas carrière avec ça. Alors bon, je lui dis, bon. Et alors, je lui demande, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il dit, travaillez donc sur les coalitions ouvrières sous la monarchie de Juillet. Alors, coalition, c'est le nom qu'on donnait alors aux grèves. Hein. On ne disait pas grève, on disait coalition. Et j'ai donc travaillé comme ça sur les coalitions ouvrières sous la monarchie de Juillet. C'était tout à fait intéressant. Et au fond, ça a déterminé mes recherches ultérieures. Je me suis à ce moment-là spécialisé un petit peu dans l'histoire du mouvement ouvrier. J'ai fait plus tard ma thèse sur les ouvriers en grève, etc. etc. Et du coup, le réseau que j'ai rencontré, les gens que j'ai rencontrés, je ne sais pas, ça veut dire certainement rien, mais Jean Métron, par exemple. Jean Métron, qui était un ancien instituteur et qui a terminé sa carrière comme maître assistant à la Sorbonne, et quelqu'un qui a fondé, par exemple, le mouvement la biographie du mouvement ouvrier français, hein, avec des dictionnaires, retrouver tous les gens qui ont été milité dans une usine, etc. etc. Donc, et avec lui, j'ai fait beaucoup de choses avec Métron. Par exemple, nous avions ensemble organisé en 1961, je me souviens, alors là on est déjà beaucoup plus loin, un colloque sur le militant ouvrier français. Et on avait à l'issue de ce colloque lancé une revue qui existe toujours, qui s'appelle Le Mouvement Social, hein, et qui était une revue spécialisée dans l'étude du mouvement social, tout simplement. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que... alors, Labrousse a eu beaucoup d'influence pour moi, parce qu'il était très féministe, lui aussi. Tout ça, c'est sur la théorie. Hein. Mais, par exemple, comme mon père, au fond. Hein, j'avais la voix de mon père, la voix de Labrousse, qui disait, mademoiselle, il faut continuer. Hein, il faut continuer.
naturellement, vous passez l'agrégation. Et après, vous revenez me voir. Hein. Et après, vous revenez me voir. Bon, d'accord, l'agrégation, après, je reviens me voir. Et il me dit, il faut faire des recherches maintenant. Il faut faire des recherches. Alors, c'est comme ça que je me suis lancé dans la recherche. Et un jour, il me dit, je m'étais marié d'ailleurs, j'étais devenue madame. Il me dit, il m'appelait Michel quand même. Michel, voilà, j'ai un poste d'assistant, est-ce que ça vous intéresse, hein? Oui, évidemment. Évidemment. C'est comme ça que ça se passait, ça se passe plus du tout comme ça maintenant. C'est très très différent. Et je suis comme ça devenue assistante de la Brousse à l'Institut d'histoire économique et sociale Marc Bloch. Hein? Cet institut s'appelait l'Institut Marc Bloch. Et ça me fait, en ce moment, on y pense beaucoup, puisque Marc Bloch va être panthéonisé. Et cet institut portait le nom de Marc Bloch et avait en effet été fondé par Marc Bloch. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait un drôle d'effet quand j'y pense, parce que on était là, on était dans l'Institut Marc Bloch, on prononçait son nom très souvent, on connaissait son œuvre. Moi, je veux dire que j'avais lu les ouvrages de Marc Bloch, tout, enfin la société féodale, les caractères originaux de l'histoire, enfin je ne vais pas vous faire la bibliographie. Marc Bloch, c'était formidable. Mais d'un autre côté, on ne parlait pas de sa fin tragique. Lui et sa femme ont été assassinés par la milice en 1944. Bien sûr qu'on le savait, bien sûr qu'on le savait, mais on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Et je pense que la panthéonisation va probablement permettre qu'on en parle et que l'ensemble des gens sachent que Marc Bloch était un grand historien, ô combien. Parce qu'il ne faut pas oublier que Marc Bloch, avec Lucien Febvre, c'est eux qui ont fondé le mouvement des annales. Ce qu'on a appelé les annales, ça a été un courant historiographique, si vous voulez, extrêmement moderne, qui justement a introduit l'histoire économique, sociale, aussi celle des mentalités, comme on disait à l'époque, quelque chose d'extrêmement moderne. Donc des gens, vous voyez, qui changent les choses. Voilà, qui changent les choses. Ça, on le savait, mais on ne parlait pas de la résistance, parce que c'était un résistant, et de cette fin tragique. Oui, tout à fait, d'autant plus que quand on pense un peu aux œuvres de Marc Bloch, on pense aussi au roi thaumaturge, ce genre de choses. Quand on sait ses combats pendant la résistance, ça éclaire ses œuvres sous un autre jour. C'est-à-dire que sa pensée sur la société féodale, c'est très intéressant de voir comment sa vie influait aussi là-dessus et infusait dans ses idées sur l'histoire. Alors en plus, cette année 2026, c'est une grande année, parce que non seulement Marc Bloch va entrer au Panthéon, mais je crois que c'est en cours pour George Sand aussi. Donc, c'est deux personnages assez intéressants. Avant de finir ce moment et de passer aux questions, je voudrais qu'on dise quelques mots sur la Journée internationale des droits des femmes. Et c'est intéressant parce que quand je me suis un peu renseigné là-dessus, je me suis rendu compte que la Journée internationale des droits des femmes, des luttes et des droits des femmes, a commencé en 1914 dans le mouvement ouvrier. Et c'est notamment des femmes ouvrières en Allemagne qui ont lancé ce mouvement pour réclamer une reconnaissance, puisqu'avait eu lieu un accident dramatique à New York, un incendie dans une usine où des femmes avaient péri dans l'indifférence générale, et des femmes se sont révoltées pour le dire. Et ce mouvement a amené à la Journée internationale des droits des femmes, qui a été beaucoup portée par la Russie soviétique à une certaine époque, et qui, je crois, c'était un peu institutionnalisé en France dans les années 70-80. Vous avez certainement connu ça. Oui, je l'ai connu à partir des années 70, pas tellement avant. Sincèrement, non. Peut-être parce qu'au fond, je pense qu'avant les années 70, j'étais pas une féministe engagée, du tout. Pour moi, j'étais féministe comme ça, bien sûr. La preuve, c'est que j'avais proposé à la Brousse un sujet sur le féminisme. Mais
le social était beaucoup plus important pour moi. C'était ça qui était le plus important. Donc voilà. Mais les années 70 sont alors vraiment des années incroyables pour le mouvement des femmes. Ça, c'est vraiment un grand moment avec Gisèle Halimi, le procès d'Aix-Marseille, le procès de Bobigny en 72, les lois de Simone Veil, bien entendu, la loi pour la liberté de l'avortement, au même moment la contraception aussi avec la loi Neuwirth, difficile, il ne faut pas oublier ça, hein. C'est que jusqu'en 67, la contraception est interdite, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et quelqu'un qui se serait procuré des produits contraceptifs, ce que les femmes faisaient quand même, était passible des tribunaux. C'est inimaginable de penser ça. Inimaginable. Et la loi de Wirth vient, certes, des femmes, mais vient aussi beaucoup de la franc-maçonnerie. Hein. De Wirth était franc-maçon, il travaillait avec le docteur Simon, je connais très bien la fille du docteur Simon, et c'est des gens modernes qui étaient absolument outrés que ça n'existe pas et qui se sont battus pour ça. Donc, c'est de vous dire l'état d'arriération de la France à cette époque-là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable quand on y pense. Les années 70, franchement, c'était pas en avance du tout, du tout, du tout. Et le mouvement des femmes, à ce moment-là, hop là, est arrivé et a été hyper actif. Alors là, hyper actif. Là, franchement, dans ces années-là, j'exagère évidemment, on avait une manif par jour. J'exagère évidemment. Mais il y en avait beaucoup. Merci infiniment, Michel Perrault, pour ce moment d'autobiographie, ici, près de la maison d'un grand autobiographe, qui a été Jean-Jacques Rousseau. Et merci pour tous ces éléments sur la vie de Montmorency. Je pense que vous nous avez livré aussi un document d'histoire locale passionnant sur la vie à Montmorency, juste avant et pendant la guerre et un peu après la guerre. Vous montrez aussi que vous êtes tout à fait attentive à ce qui se passe encore aujourd'hui. Et ça, c'est passionnant de vous écouter. Je dis ça aussi parce que je vous ai entendu récemment, à la fois sur l'affaire de Gisèle Pellicot, sur MeToo, etc. C'est des combats que vous continuez à porter, qui vous intéressent, sur la condition des femmes en France et un peu partout, enfin, surtout en France pour ce qui me concerne. Mais c'est super. Merci infiniment. Si, vous me permettez une seconde. Ah ben bien sûr. Je voudrais juste vous citer une phrase de Jean-Jacques Rousseau. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Quel éloge de l'autobiographie. Absolument. Et ça peut tout à fait se décliner au féminin. Ce Rousseau parle pour lui, mais je pense qu'il a inspiré énormément de personnes qui ont eu envie d'écrire sur leur propre vie. Et ce qui est intéressant avec Rousseau sur la question des droits des femmes, c'est que lui-même n'était pas un féministe du tout, mais même on peut dire un franc misogyne, même pour son époque. Mais malgré tout, il a écrit des textes comme le discours sur l'inégalité ou le contrat social qui ont permis à des femmes de penser l'aspect culturel et social des différences et des inégalités. Et qui leur a permis, comme quelqu'un comme Simone de Beauvoir, je pense, de réfléchir sur l'inégalité entre les femmes et les hommes, comme Rousseau avait réfléchi sur l'inégalité en général. Et sans le savoir et sans le vouloir, Rousseau a inspiré des femmes, et certainement ne l'avait-il pas imaginé comme cela. Et je crois qu'il y a des féministes au début du 19e siècle qui, elles ne s'appelaient pas encore féministes, mais qui critiquent Rousseau tout en s'en inspirant
pour défendre le droit des femmes. Et ça, c'est assez extraordinaire, voilà, que l'œuvre échappe à son auteur, c'est une bonne chose. Alors, ça va être le moment des questions. On va peut-être prendre un petit verre d'eau, parce qu'il fait un peu chaud. Hein. On est dans un printemps un peu précoce. Et puis on est dans un milieu avec beaucoup de bois, beaucoup de papier. Qui peut ouvrir la... Oui, merci d'ouvrir la porte. Et qui peut faire monter le Alors, je vais vous proposer, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, de lever la main, je vais vous passer le micro. Alors, ça peut être des questions sur Montmorency, sur la vie de Michel Perrault de Montmorency, mais peut-être sur d'autres choses que vous avez envie de savoir, sur les travaux de Madame Michel Perrault au cours de sa vie. Je ne pense pas avoir besoin d'un micro, mais Madame, pouvez-vous nous parler de vos premières années à la Sorbonne? Parce que vous y étiez à la fin des années 40. Je voudrais savoir si vous étiez la seule femme. Alors, j'y suis à partir de 46. Hein, l'automne 46. C'est à ce moment-là que j'arrive à la Sorbonne. Et je dirais, il y a certainement des statistiques, mais je ne les connais pas vraiment. Je pense, à vue de nez comme ça, qu'il y avait 2 tiers de garçons, 1 tiers de filles. Voilà, c'est à peu près comme ça que je vois les choses. Et je crois que c'est à peu près comme ça. Le résultat, c'est que on était certes minoritaires, mais on n'était pas non plus toutes seules. Hein, pas du tout. Et on avait des copines, voilà, j'ai des tas de souvenirs avec des filles, par exemple au groupe d'études d'histoire, parce qu'il y avait à la Sorbonne un groupe, dans toutes les disciplines, groupe d'études d'histoire, escalier C, 3e étage, je me souviens, et il y avait un leader, femme formidable, qui m'a ébloui, même si je n'ai pas partagé toujours ses opinions, Annie Kriegel. Alors Annie Kriegel, à cette époque, elle ne s'appelait pas comme ça, elle s'appelait Annie Bess, Annie Becker même. Becker, Bess, Kriegel. Et elle était à ce moment-là très engagée pour le Parti communiste. Et elle exhortait les étudiants à s'engager, etc. Elle a évidemment beaucoup évolué par la suite, puisqu'elle a fini très à droite. Mais à cette époque-là, elle était absolument engagée, et il y avait une cellule qui s'appelait la cellule Saint-Just, hein, dont les réunions se tenaient rue Servandeni, je me souviens très bien, et moi je n'y étais pas, mais j'admirais beaucoup, et un jour je suis monté à une réunion de cellule sans être dans la cellule. Et ben Annie Kriegel, Annie Bess, à ce moment-là, au lieu de me mettre dehors, dit à ses camarades, vous voyez comment elles font les jeunes chrétiennes? Elles viennent, allez, faites-en autant. Voilà comment étaient les choses dans ce temps-là. Alors, est-ce que c'était désagréable d'être une femme étudiante? Non, pas du tout. Non, c'était très agréable. À la limite, comment dire, c'est probablement plus facile pour les femmes d'être une relative, attention, puisque j'ai dit 1 tiers à peu près, exception, que d'être beaucoup plus nombreuses. Je crois que s'il y a une réaction de défense des hommes, c'est plutôt quand les femmes deviennent plus nombreuses, en définitive. Hein. Mais quand il n'y en a pas beaucoup, après tout, c'est pas désagréable. Et tout ça était très vivant. On avait des sorties. Il faut voir qu'à cette époque-là, les gens avaient peu de voitures à cette époque-là. Et les groupes d'étudiants organisaient des sorties autour de Paris. Hein. On louait un car et on allait visiter Provins, je ne sais quoi, des tas de choses comme ça. C'est des choses, évidemment, dont on n'a plus du tout idée aujourd'hui. Il fallait s'organiser pour sortir un petit peu. Alors, cette vie d'étudiant était, j'en ai gardé un excellent souvenir, très libre, très vivante, très discutante. Les questions politiques avaient une énorme importance. C'était
la guerre du Vietnam, hein, c'était ça qui était le sujet absolument central, et il y avait beaucoup de réunions, de meetings, de tout ça. Il y avait une atmosphère extrêmement engagée, si vous voulez, qui n'existe probablement pas du tout de la même manière aujourd'hui. Je crois qu'on se sentait très très concerné par les problèmes de l'époque. Par ailleurs aussi, il faut dire aussi que les gens qui font de l'histoire, qui choisissent l'histoire, surtout l'histoire contemporaine, c'est aussi qu'ils sont intéressés par ça. Et par conséquent, les amis, les camarades que je pouvais rencontrer étaient tous férus d'histoire, mais d'actualité aussi. Et il y avait des journaux étudiants, il y avait des tas de choses comme ça. C'était une atmosphère extrêmement vivante. Et alors, par ailleurs, on n'était quand même pas si nombreux, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les pourcentages, je ne les ai pas en tête exactement, de gens qui font des études supérieures à cette époque-là. Certes, c'est en croissance, ça c'est en nette croissance après la Deuxième Guerre. Mais c'est pas encore tant que ça. Hein. Il faudra plutôt attendre les années 60 pour que ça décolle véritablement. Hein. Peut-être pas même, madame. Oui, oui, vous semblez... Oui. Enfin, voilà. Moi, il me semble, j'ai appris après coup, mais Oui. moi je suis née en 47. Hein. Oui. Bien, non, de ma génération, des gens qui faisaient déjà des études secondaires, qui allaient jusqu'au bac, on n'était que 30% d'une génération. Oui, ah oui, oui, oui. Oui. Quand on en fait partie, c'est après, quand j'ai commencé à travailler, que la plupart de mes collègues, j'ai commencé à travailler à 15 ans, à 16 ans, etc. Et pour moi, c'était, ah bon, moi j'étais au lycée. Pourtant, c'est pas si vieux, quoi, je veux dire. Oui. Donc, j'ai été surprise moi-même. Oui. Bon, maintenant, tout le monde va quasiment en secondaire. C'est vraiment des cas Et même en exceptionnels, tertiaire. me semble-t-il. Oui, oui, oui. Pardon. Oui, il ne faut pas oublier, pour aller dans votre sens, que c'est seulement depuis 1924, c'est vieux quand même, mais que le baccalauréat est le même pour les garçons et pour les filles. Jusqu'en 1924, il y avait un baccalauréat, le vrai, le seul masculin, et il y avait un baccalauréat féminin. Qui comportait moins de sciences, moins de maths, enfin, tout ce qu'on estimait ne pas être bon pour les filles. Voilà. Pour les filles, il y avait cette idée que les filles, c'est pas pour les sciences. C'est vraiment idée qui perdure un peu encore, je pense. Merci. Je voulais vous demander si dans vos études et ensuite dans votre vie d'enseignante à l'université, est-ce que la liaison histoire-géographie est quelque chose qui est à commenter de votre part? Alors, la liaison histoire-géographie, elle était, j'allais dire, statutaire. Hein. Bien sûr, on fait de l'histoire, on fait nécessairement de la géographie, puisque si on fait une agrégation, on est professeur d'histoire et de géographie. Je pense que dans ma génération, je pense que les historiens subissaient la géographie comme quelque chose qu'on est bien obligé de faire, mais qui ne vous intéresse pas vraiment. Et je pense que les géographes pensaient la même chose. Il y avait autrement dit un petit peu une séparation entre les deux qui est absurde. Ça, je pense beaucoup de mal de cette pensée-là, mais c'était comme ça. On était un petit peu obligés. Ceci dit, c'était quand même bien, parce que, par exemple, dans ma génération,
il fallait faire beaucoup d'exercices de cartes, de coupes, etc., chose que je n'aurais jamais fait spontanément. Ça m'ennuyait beaucoup. Enfin, on était obligé de le faire, on apprenait évidemment à le faire. Donc, la géographie introduisait un aspect plus scientifique, en définitive, dans des études d'histoire où on cherche la science quand même, où on voudrait bien être scientifique, mais on n'est pas trop sûr de l'être. Hein. Voilà. Mais ensuite, dans l'enseignement, j'ai fait quand même 7 ans d'enseignement secondaire, hein, donc j'ai bien connu l'enseignement au lycée. Oh, je crois que j'étais plus historienne que géographe. Je faisais ce qu'il fallait, hein, absolument. Mais j'avais le plaisir, j'avais plus de plaisir à être historienne. Je me sentais historienne, finalement. C'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui m'a toujours intéressé, finalement. D'autres questions? En 1945, vous êtes dans votre grande maison avec vos parents. Vous êtes en seconde, vous avez à peu près 15 ans. Est-ce que vous vous souvenez d'un bouleversement qui se serait passé à Montmorency quand a été créé le lycée Jean-Jacques Rousseau? Est-ce que vous avez connu Éric Dardel, qui est un de vos confrères, de vos collègues, pardon, de la génération d'avant? Il était en prépa à Louis-le-Grand en 14 et il n'a pas pu passer l'ENS parce qu'il a été engagé, enfin recruté pour l'armée. Et quand il est revenu, il a continué ses études, mais sans pouvoir passer l'ENS. En revanche, il a passé son agrégation mais en 1927. Et à l'époque, c'était agrégation d'histoire et de géographie. Et puis plus tard, sa thèse en 41, alors quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il a passé à l'Institut d'océanographie, en haut de la Sorbonne, à la Sorbonne, et c'est Marc Bloch, justement, qui aurait dû être le président de séance, mais il avait été mis à l'écart parce que juif, justement. Voilà, donc c'est pas Marc Bloch qui a présidé le jury. Donc est-ce qu'à l'époque, on a parlé de la fondation du lycée par Éric Dardel? Il était allé voir Gustave Monod dans ce qu'on appelait maintenant, à l'époque, le ministère de l'Éducation nationale, alors qu'avant c'était le secrétariat à l'instruction publique, je crois. Donc la République venait d'être rétablie. Il est allé avec des collègues directement dans le bureau de Gustave Monod, en trouvant que c'était scandaleux que les élèves, les jeunes gens de Montmorency, je ne pense pas qu'il y ait eu des filles, soient obligés d'aller à Paris, à l'Institut Rollin, pour étudier. Donc vous devez prendre le petit train qu'on appelle maintenant le refoule, mais il n'y avait rien, si vous voulez, même dans toute la banlieue. Donc c'est à cette époque-là qu'a été créé le lycée, qu'a été créé aussi celui d'Enghien et puis d'autres dans la banlieue. Oui. D'ailleurs, il y a un autre Montmorencien très drôle qui était inspecteur général au ministère, je ne sais plus comment il s'appelle, Ferrez, c'est un nom connu à Montmorency, qui raconte que ils ont fait une entourloupe financière. Pour pouvoir créer un lycée, normalement il faut un décret, il faut des mois et des mois, voire des années. Ben là, non, on a, pour la bonne cause, on a créé des lycées comme ça, très rapidement. Voilà, juste Éric Dardel. Alors il est au cimetière, on est à l'hiver, il est au cimetière de Montmorency. Et son beau-frère, Henri Corbin, qui a introduit Heidegger en France, il a traduit, il est dans l'autre cimetière de Montmorency. Il a une très belle tombe. J'étais un peu long, mais oui, je me souviens que quand, à un moment donné, je ne sais plus très bien quand, mes parents avaient toujours dans l'idée d'aller dans un lycée. Et à ce moment-là, il n'y avait rien à Montmorency, comme vous venez de le dire vous-même, mais il y avait un lycée à Enghien quand même. Pas à Gustave Monod, en tout cas. Si, il y avait un lycée privé. En tout cas, je sais, j'y suis allé 15 jours. Et puis ça m'a pas c'était déjà mixte? Non, c'était pas mixte. Parce que Éric Dardel a repris, si vous voulez, le plan Langevin-Vallon, toutes les idées de Jean Zay, et il a instauré la mixité à un moment aussi. Oui. Et c'était tout à fait exceptionnel. Oui, alors, le détail de tout ça, je ne le sais pas d'ailleurs, mais ce dont je me souviens, c'est que en 1950,
j'ai fait un stage, il fallait faire un stage dans les lycées pour l'agrégation. J'ai fait mon stage au lycée de Montmorency cette fois. Donc il y avait Éric Dardel qui était proviseur. Donc il existait. Oui. Et je me souviens même du nom du professeur, il s'appelait Monsieur Macot. Macot. Marco. Et c'était un homme adorable, Monsieur Macot, vraiment très très sympathique. Et c'est avec lui, au lycée de Montmorency, que j'ai fait mon stage d'agrég en 1950. Oui. Voilà, voilà ce que je peux vous dire comme témoignage direct. Et Voilà. Éric Dardel Et- est resté 20 ans proviseur. Vous voyez, c'était possible à l'époque. 20 ans. Oui, Ici. oui, oui. Et il s'appelait déjà le lycée Jean-Jacques Rousseau. Oui. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. C'était pas très loin de la collégiale, Non, c'est un peu plus haut. non? Ben alors c'est le lycée professionnel. C'est Eugénie. maintenant. Ah oui, Voilà. voilà. Je pense que ce qui est le lycée professionnel Oui, maintenant oui. était à l'époque le lycée général. Non, il y avait pas- il y avait les deux. Mais il y a les petites classes, c'est-à-dire de la 6e à la 3e, étaient rue d'Eugénie, mais dans une espèce de vieux château qui a été démoli. Et les grandes classes, c'est-à-dire seconde, première, terminale, à l'actuel lycée Turgot. Oui, c'est ça. Oui. Vous savez, en haut du boulevard de Qui l'Orangerie. est tout près de la collégienne. Bah, qui est tout près, en fait, là, en bas, en descendant, là. Oui. Je ne serais pas capable de le... J'avais l'impression que c'était pas très loin de chez moi, enfin que Oui. on y allait, enfin rien n'était très Oui, loin oui, de toute c'est façon. vrai. Et je me souviens très bien, enfin pas très bien, mais bien de ce stage quand même, avec Monsieur Macot, qui, il était adorable cet homme-là, mais en même temps il était très critique vis-à-vis de ses élèves, il travaillait pas assez, Ça n'a pas changé. il trouvait qu'ils étaient nuls, que vraiment il fallait... Enfin, il était un petit peu, comment dire, un peu confus Ça dépend. hein. il trouvait que c'était pas un bon exemple pour moi. Voilà. J'allais être Ah oui. un jeune professeur, que vraiment je méritais des élèves meilleurs que ça. Il était toujours un petit peu comme ça. Mais le stage était très 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 bien. Hein. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire une petite leçon, il fallait écouter les élèves, il fallait interviewer. Je me souviens plus. Ça ne durait pas une éternité non plus. Hein. Mais c'était obligatoire. Il fallait faire ses classes et il donnait des conseils. Enfin, c'était bien. J'ai gardé un bon souvenir, mais j'ai gardé souvenir de lui, évidemment, parce que j'avais affaire à lui, mais aucun souvenir des élèves. Et alors, oui, encore une dernière chose, quand il avait été question que j'aille dans un établissement secondaire, je me souviens que mes parents avaient un peu regardé ce qu'il y avait à Montmorency, disaient mais il n'y a rien à Montmorency, il n'y a rien. Et il y avait un cours privé de jeunes filles, dont j'ai oublié le nom. Et est-ce que j'y ai... Je me demande même si j'y ai pas fait 8 jours ou quelque chose comme ça. Mais visiblement, j'étais en quête de quelque chose, parce que j'ai fait aussi 15 jours au lycée d'Enghien pour finalement retourner dans mon Courbesois. Mais oui, le sentiment que j'en garde, c'est que l'équipement scolaire de Montmorency, à cette époque, n'était pas formidable. Voilà. Alors moi j'ai une question à vous poser, je suis jeune retraitée, je suis ex-enseignante, directrice de master en enseignement supérieur. Donc oui, on fait bosser les élèves, et même en école de commerce, on leur dit de travailler encore plus, et ça sera longtemps comme ça, mais on a la chance d'avoir aussi des étudiants brillants, et puis ceux qui sont moyens, on les pousse justement pour qu'ils viennent encore plus brillants, qu'ils fassent des belles carrières. Moi maintenant, après 25 ans d'enseignement, j'aimerais avoir votre sentiment. Alors moi j'ai enseigné le commerce international, je n'étais pas dans l'histoire, commerce international, les achats, supply chain, mais il y a quand même de l'histoire et de la géographie aussi dans ces métiers, dans ces matières finalement qu'on enseigne, d'expérience et de terrain. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé durant votre expérience d'enseignante et quel est le sujet de travail, de travaux de recherche qui vous a le plus enthousiasmé, le plus apporté?
sachant que vous avez dirigé beaucoup de thèses. Oui, vous aurez fait beaucoup. Oui, alors, le secondaire, pour moi, s'est quand même arrêté assez tôt, finalement. J'y ai enseigné de 51, l'année de la grève, oui, jusqu'à 50, oui, non, les années 60 quand même, oui, quand même, avec des interruptions, etc. À ce moment-là, j'avais beaucoup de mal à faire des recherches, parce que j'avais pas de temps. Et c'est vraiment après les années 60 que là, j'ai vraiment commencé des recherches. Alors, vous me demandez les recherches qui m'ont intéressé moi. Enfin, qu'est-ce qui vous a comment je pourrais dire ça, parce que vous avez une carrière tellement riche et tellement exceptionnelle. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, ou quel est le travail de recherche qui vous a le plus, Oui. apporté à vous, mais également à la communauté, si je puis dire. Et pas que la communauté scientifique, la communauté humaine et la société française. Les travaux de recherche qui m'ont marqué, moi, c'est Marc Bloch. Voilà. Formidable, vraiment. L'école des Annales, dont il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'université ne les aimait pas. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, les Annales ont gagné depuis longtemps. Mais à l'époque, l'université critiquait l'école des Annales, beaucoup trop, qu'est-ce que c'est que cette économique et ce social, tout ça. Il y avait un conservatisme quand même assez fort de l'université à cette époque-là. Des travaux que j'ai beaucoup admirés, c'est Braudel, La Méditerranée de Braudel est un grand livre qui ouvre des horizons, alors là, sur d'autres cultures, et c'est important parce que Marc Bloch, c'est la France quand même, et Braudel ouvre absolument les horizons, et ça, c'est formidable. Et de ce point de vue-là, les travaux de Braudel, les livres qu'il a publiés, et sa personne, coïncident tout à fait. Braudel était un homme ouvert, qui avait beaucoup voyagé, il avait enseigné au Brésil, dans d'autres pays d'Amérique latine, et il a apporté dans l'université française un vent nouveau. Et comme il a été le patron de l'école des hautes études en sciences sociales, il a orienté résolument l'école des hautes études vers une ouverture internationale. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup d'invitations qui ont été faites vers les États-Unis, vers l'Amérique latine, etc. Donc, voilà quelqu'un qui a beaucoup marqué. Évidemment, la brousse, pour moi, a été fondamentale, bien sûr. La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime, le mouvement des prix et des revenus au XVIIIe siècle, sont des grands livres, des livres avec la méthode de la brousse, qui est une méthode, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on peut la critiquer maintenant, résolument quantitative. La brousse disait: l'histoire sera quantitative ou elle ne sera pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il fallait compter. Voilà. Il faut compter, parce que si on ne compte pas, si on ne mesure pas, eh ben on dit n'importe quoi. Et le langage historique est un langage du n'importe quoi. Voilà. Alors, cette exigence de la brousse, qui est très ascétique, si vous voulez, la brousse disait: beaucoup de recherches, peu de résultats. Autrement dit, vous faites des recherches, mais vous condensez le résultat en quelques formules, quelques chiffres, etc. C'était ce langage ascétique, cette conduite morale, il y avait presque une espèce d'ascèse, coïncidait au fond assez bien avec la mentalité qui était la nôtre dans les années 50. Voilà. Vous savez, au fond, on devait être un peu chiant, mais on était terriblement moraux, voyez, hein. Comme ça, il fallait qu'il y ait de la densité, le travail, enfin, tout ça, ça comptait beaucoup. Oui. Si je peux me permettre, parce que moi j'ai fait le CNAM ça ne m'origine pas, il y a 25 ans, et donc vous avez dû peut-être aussi faire des travaux et travailler avec des personnes qui ont été mes professeurs, les professeurs de toute ma promo et de nombreux de mes profs, de mes ex-équipes, Pierre Bourdieu, Pierre Gaspard,
Fier. Donc voilà, donc nous on allait au CNAM Bien en sûr. courant, j'ai pas honte de le dire. On était consultant junior la journée, mais on courait au CNAM 3 soirs par semaine. C'était parmi les meilleures années de notre vie, même si après on est devenu enseignant et qu'on a adoré ce qu'on a fait, bien entendu. Mais parce que là aussi on était dans l'économie sociale, on travaillait l'économie maintenant, on parlait déjà d'économie circulaire pratiquement 20 ans avant que ça se mette en place. On parlait de justice sociale, on parlait de sociologie des organisations, enfin bon. Et on buvait, excusez-moi l'expression, parce que j'avais fait des études avant, mais on buvait presque les paroles de nos profs, quoi, avant de devenir nous-mêmes, on était apprentis finalement profs, avant de devenir effectivement profs nous-mêmes. Et voilà, et bon, et on travaillait avec eux sur les travaux de recherche, enfin bon, on faisait tellement des choses fantastiques, quoi. Et ce sont vraiment voilà, le plaisir de rencontrer des gens qui apportent autant et qui permettent autant d'innovation et qui sont, je dirais, fondateurs de courants qui finalement deviennent après la règle et la norme, mais dans le bon sens du terme. Effectivement, c'est génial. Donc moi aussi, je dois dire que franchement, ça a été ma meilleure partie de carrière. J'ai adoré ce que j'ai fait dans le commerce international, mais l'enseignement, c'est quand même, et la recherche, le mieux. Voilà, c'est ma conclusion pour moi. Alors, Juste un mot pour dire que Bourdieu n'existait évidemment pas dans ma génération. Oui, bah oui, Bourdieu a été une découverte bien ultérieure, et très importante. et peut-être que ce que suggérait Madame dans sa question, c'est si vous avez des souvenirs de travaux de recherche de vos étudiants ou étudiantes qui vous ont marqué. Bon, on a un de vos étudiants qui est Moi, là. voilà, parce que moi j'en ai marqué. Donc Et est-ce que vous avez des travaux de recherche, voilà, comme ça, d'étudiantes ou d'étudiants qui vous ont particulièrement exceptionnel, marqué? il y en a. Oui, parmi notamment les femmes qui ont travaillé sur l'histoire des femmes. Ça, je pense à des femmes comme Françoise Thébault, Christine Barre, Florence Rochefort et bien d'autres qui ont souvent fait des thèses avec moi, Yannick Répa, je pourrais en défiler pas mal là, qui ont vraiment, par leur thèse en général, c'est presque toujours... Alors, pour moi, la maîtrise a été très, très importante. La maîtrise, la 4e année, comme vous le savez, c'était souvent un moment crucial. Hein. Vraiment, le premier contact avec les documents, premier contact avec la recherche, c'est tout à fait comme ça maintenant, d'après ce qu'on m'a dit, mais à ce moment-là, c'était très, très important. Et après, oui, une thèse, évidemment, une thèse. Et j'en ai dirigé beaucoup, comme vous l'avez rappelé, et ça, c'est formidable. Ça, pour moi, ça a été un moment très important, parce que ça permettait d'avoir un séminaire de recherche, donc un lieu assez décontracté, ouvert, etc. Et là, alors la bibliographie des travaux en question serait importante, véritablement très, très importante. Elles ont fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis alors il y a eu aussi, deuxième chose, ceux qui ont travaillé beaucoup avec moi d'ailleurs sur les prisons. Parce que c'est un axe que j'ai beaucoup développé à partir des années 72-73. Et cet axe-là, je l'ai développé pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait des révoltes dans les prisons. Il y a eu dans les années 70-75 des révoltes importantes aux États-Unis, très célèbres, et puis en France. Et à la suite de ça, il s'était formé autour de Michel Foucault un groupe d'information sur les prisons, le GIP, GIP, où il y avait des gens comme Jacques Rancière et son épouse, etc., Daniel Defer, etc., Philippe Artière un petit peu plus tard. Bon. Et ça a été un groupe très actif. Et comme toujours, moi, historienne, quand j'entendais que je comprenais quelque chose qui me séduisait, qui m'intéressait, je me disais, qu'est-ce que je peux en faire en histoire, hein? Parce qu'au fond, moi je suis historienne, après tout, c'est ce que je peux faire. Hein. Et je me le suis dit pour les prisons. Et pour les prisons, il n'y avait pas de travaux, il n'y avait rien, personne ne s'en était occupé, jamais. Or, il y avait des sources formidables, aussi bien aux archives nationales, départementales, la fameuse série S, qui est une série des prisons, que dans les publications. Par exemple,
ce qu'on appelle le Compte général de l'administration de la justice criminelle, qui paraît à partir de 1827 en France, et qui est un relevé annuel de tous les procès qui ont été faits en France, hein, avec leur qualification, affaires criminelles, cours d'assises, vol, etc., etc. Ce qui permet une étude quantitative, du coup, de la criminalité. Au moins celle qui est réprimée, bien entendu. Il y a des choses formidables à faire. Et du coup, ça a été très intéressant parce que j'ai fait un séminaire un petit peu avec Foucault, pas longtemps, parce que Foucault avait autre chose à faire et puis il est décédé en 84, mais surtout avec Robert Badinter. Voilà. Alors c'est à ce moment-là que Robert Badinter, qui était président du Conseil constitutionnel, tout ce que vous pouvez imaginer, mais c'était un homme qui aimait la recherche, beaucoup. Hein. Et au Conseil constitutionnel, il s'ennuyait. Et je reçois un jour un coup de fil de son cabinet. Est-ce que M. Badinter peut vous appeler? Ben oui, mais bien sûr, évidemment. Rendez-vous téléphonique pris. Et Badinter me dit, voilà, j'aimerais beaucoup poursuivre la recherche de Michel Foucault. Voilà, j'aimerais poursuivre cette recherche. Et on se trouvait à ce moment-là en 86, vous voyez, quelque chose comme ça. Et Foucault était mort 2 ans auparavant. Alors nous nous sommes rencontrés tous les deux, et puis on a élaboré le projet d'un séminaire qu'on a fait pendant 5 ans. Hein. Pas toutes les semaines, tous les 15 jours, puis après une fois par mois, mais enfin quand même pas mal, et qui était passionnant. Hein. Le problème de Robert Badinter, c'était comment concilier la démocratie et la répression, enfin la punition, pas la répression, la punition. Hein. Comment faire? C'était un véritable problème pour lui. Pour lui, l'état des prisons en France était quelque chose d'abominable, qu'il connaissait très bien puisqu'il était avocat. Il avait été tout au moins. Et donc il avait pénétré dans toutes les prisons. Et c'était un véritable problème existentiel pour lui. Donc ça a été quelque chose, voilà, des recherches très intéressantes et qui ont donné lieu à de remarquables travaux. Pour n'en citer qu'un, parce que là aussi je pourrais faire de la bibliographie, Jacques-Guy Petit, qui a fait sa thèse d'État avec moi sur qu'il a publié Ces peines obscures, hein, comme titre, La prison pénale en France au XIXe siècle. C'est un livre formidable. Et d'ailleurs, Badinter avait été emballé par la thèse de Jacques-Guy Petit, et il avait dit qu'il faut absolument qu'il y ait un prix pour lui, et ça avait été le prix de l'Assemblée nationale. Ça avait été formidable. Donc, vous voyez, j'aurais beaucoup de choses à répondre à votre question. Alors, le temps avance, on va prendre encore 2 questions. Donc, vous, madame, et vous. Je voulais vous poser une question parce que moi j'étais étudiante quand vous étiez déjà célèbre, mais vous étiez célèbre dans l'histoire économique et sociale. Qu'est-ce qui vous avait prendre ce tournant de plus en plus féministe, attaché à l'histoire des femmes dans leur aspect économique et social? Et qu'est-ce qui a accentué ce tournant une fois que vous l'avez fait? Pour moi, pour vous, oui. Plusieurs choses. Je pense que dans les années 70, j'arrive un peu à l'épuisement de cette histoire. Voilà, je l'ai pratiqué beaucoup, je l'ai fait beaucoup, et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va plus, qui me passionne moins. Voilà. Et au même moment, il y a d'un côté les prisons, et ça je viens d'en parler, qui me passionne absolument, et puis il y a le mouvement de libération des femmes. Voilà. Et à ce moment-là, je participe à ce mouvement, les années 70, vraiment comme militante de base. J'avais aucune responsabilité particulière, mais je militais dans les manifs, tout ça. Mais comme toujours, je me disais, je fais ça, mais
en tant qu'historienne, qu'est-ce que je fais là-dessus? Voilà, les femmes, c'est bien, là, je milite pour ça, mais j'en parle jamais. Je n'en parle jamais. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, il faut changer ça, il faut que je fasse autre chose. Donc, à ce moment-là, en 73, à l'automne 73, j'ai lancé avec des jeunes collègues d'ailleurs, de Paris 7 à Jussieu, un cours qui s'appelait « Les femmes ont-elles une histoire ?» J'avais volontairement donné un tour interrogatif parce que je n'en étais pas sûre. Voilà. Est-ce que les femmes avaient une histoire? Est-ce que ça avait un sens de poser cette question? Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, et on avait si peu de matière à l'époque, c'était vraiment pas du tout développé, que j'avais fait appel aux sociologues, et qui étaient beaucoup plus avancés que nous dans le domaine, et notamment à une femme formidable qui est André Michel. Peut-être vous connaissez le nom d'André Michel. Elle est décédée il y a quelques années, centenaire d'ailleurs. Et André Michel avait été vraiment une pionnière dans le domaine. Elle avait fait beaucoup de sociologie. Elle a fait un bouquin, par exemple, qui s'appelle « La condition de la française d'aujourd'hui », qui a été publié dans les années 60, et qui est un excellent bouquin, justement, sur la condition des femmes en France dans les années 60. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ce cours a eu beaucoup de succès, comme s'il correspondait à une espèce de besoin. Oui, les gens venaient, étaient très contents, voulaient encore davantage, et du coup, ça s'est fait comme ça. Et dans la foulée, alors, bien sûr, le cours, puis les mémoires de maîtrise et les thèses. C'est comme ça. Alors, avant de prendre la dernière question, juste signaler que Michel Perrault a eu la gentillesse de nous apporter des photos de sa maison. Et quand on aura fini, on va ouvrir le livre, on ne va pas le faire manipuler parce qu'il a l'air assez ancien. On va le mettre ici et vous pourrez regarder les photos de la maison montmorensienne de la famille de Michel Perrault. Oui, on vous a entendu sur vos pratiques culturelles pendant la guerre. Vous avez parlé de danse, de littérature et le cinéma. La vie montmorensienne et le cinéma. Deuxième point, le cinéma féministe. Et quels sont les films qui vous ont marqué? Le cinéma à Montmorency. Alors, est-ce que vous alliez au cinéma à Montmorency déjà? Est-ce qu'il y avait un cinéma déjà à Montmorency à cette époque-là? Je ne sais pas s'il y en avait un, mais je ne me souviens pas d'avoir été au cinéma à Montmorency. On y allait à Paris, évidemment. Hein. Il faut dire que c'était... Mes parents continuaient toujours. On voulait... Finalement, il faut quand même bien voir que on était à Montmorency, mais on venait tout le temps à Paris. C'est ça. Hein. Forcément, mes parents pour leur métier, moi pour le cours, etc. Donc, à cette époque-là, non, je ne me souviens pas qu'il y avait un cinéma à Montmorency. Je ne m'en souviens pas. Et l'autre partie de la question, c'était sur le cinéma féministe. Et les films qui vous ont marqué. Et les films qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué en général? Et est-ce que dans le cinéma féministe, vous avez des choses qui vous ont intéressé? Oui, il y a des films qui m'ont marqué. Edwige Feuillère, tous ces gens-là. Les noms m'échappent là, dans le présent. Des... Comment? Nous aussi, ça nous échappe. Oui. Oui, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai été beaucoup au cinéma. Beaucoup. Je l'ai adoré. Je me souviens peut-être plus des actrices, des acteurs que des films eux-mêmes, en définitive. Arletty, des films avec Gabin, tout ça. Oui, ça fait partie de mon folklore, absolument. Cinéma féministe,
Je sais rien là-dessus. Varda, par exemple, Agnès Varda. Agnès Varda, par exemple. Ah oui, bien sûr. Mais Agnès Varda, c'est pas ma jeunesse, c'est mon âge adulte. Vous voyez, là, c'est mon âge mûr. Même. Oui, mais on retrouve cette période des années 70, par exemple. Pardon? On retrouve cette période charnière des années 70, l'émergence Oui. du cinéma féministe. Oui. Delphine Seyrig, par exemple. Ah oui, 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 oui. Ah ben, oui, absolument. Alors, toute cette... Oui, oui, absolument. Delphine Seyrig, oui, c'était absolument remarquable, et on l'admirait beaucoup, et on allait la voir au théâtre aussi. Hein. Je me souviens de Delphine Seyrig dans La Mouette. C'était admirable. Absolument, absolument formidable. Oui, tout ça. Oui, par exemple Chantal Akerman. Chantal Akerman, oui. Peut-être l'avez-vous rencontré non. Je ne l'ai pas rencontré, non. C'est le cinéma, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais Agnès Varda, beaucoup. Agnès Varda, beaucoup, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, ma fille, ici présente quelque part, était camarade de classe de la fille d'Agnès Varda. Alors, la rue Daguerre a été un des lieux que nous avons fréquentés pour des raisons absolument privées. Hein. Et le cinéma d'Agnès Varda, oui, c'est remarquable, absolument, oui, oui, tout à fait, oui. Eh bien, merci infiniment à toutes et à tous. Merci pour ce moment superbe, avec cette lumière du soleil. Toutes ces informations que vous nous avez données, cette rétrospective un peu de vie, c'était formidable. Et j'espère que ces échanges vous ont fait plaisir à toutes et à tous. Et que vous avez appris 2-3 petites choses. Et que voilà, c'est aussi l'intérêt d'une telle maison d'écrivains, c'est de pouvoir la faire vivre dans la convivialité et l'hospitalité. Et je crois que c'est aussi l'hospitalité de la pensée et qui en permet aussi l'ouverture. Et c'est formidable, donc je ne vais pas rajouter grand-chose. Moi, si vous permettez, je voudrais vous remercier beaucoup, hein, vous dire que ce lieu est magique, hein, que se retrouver ici, dans cette maison, avec l'histoire de cette maison, la présence des livres et la présence des personnes qui sont ici, et que je remercie, c'est un moment chaleureux, fort, et que vraiment merci et bonne suite. Merci beaucoup, Michel Perrault. Au nom de la ville de Montmorency qui vous accueille, je voulais vous remercier à nouveau, et pour quelque chose de particulier, puisque on a eu l'idée de vous faire un petit cadeau pour vous remercier de votre venue. Du coup, j'ai peut-être demandé à Jeanne d'aller dans le bureau de Corinne. Jeanne dans le bureau de Corinne. Voilà. Et d'aller vous chercher ce petit cadeau que vous avez fait. C'est totalement montmorençais, hein, puisque tout vient d'ici, tout est local. Donc voilà, c'est un souvenir de Montmorency avec lequel vous pourrez repartir. Voilà. Et pour celles et ceux qui veulent voir la maison, oui, c'est ça. Voilà. Vous pouvez... Je vais l'ouvrir à la page. Vous pouvez regarder. Hein. Le problème, c'est que je ne peux pas le faire circuler. Oui. Attendez, la première photo, voilà. Vous pouvez, maison qui n'existe pas. Mais vous pouvez vous lever et venir la voir. Vous pouvez regarder. Américaine, oui, le livre américain.